Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 14. Ségrégation et inégalité dues au marché scolaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-plongée. En guise d'introduction et une fois n'est pas coutume, je vous propose cette citation. La reproduction des inégalités sociales par l'école vient de la mise en œuvre d'un égalitarisme formel, à savoir que l'école traite comme égaux en droit des individus inégaux en fait, c'est-à-dire inégalement préparés par leur culture familiale à assimiler un message pédagogique. C'est ce qu'écrivait en 1966 le sociologue Pierre Bourdieu dans son ouvrage La reproduction, consacré à la théorisation de la violence symbolique, entre autres instaurée par le biais, comme vous avez pu le comprendre, de l'éducation. Donc cette émission sera consacrée non pas à l'enseignement tout court, mais plutôt aux inégalités qui vont de pair avec l'enseignement dans notre pays, mais aussi avec celui de notre continent. Pour parler de cette thématique ô combien délicate, j'ai le plaisir de recevoir en nos locaux de laïcité Brabant Wallon Nico Hirt. Bonjour. Bonjour. Alors Nico Hirt, vous êtes chargé d'études pour l'APED, donc l'acronyme de Appel pour une école démocratique, et vous êtes également l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'école. C'est d'ailleurs votre dernier article qui va nous intéresser tout particulièrement. Donc il se dénomme L'impact du quasi-marché scolaire sur l'équité des systèmes éducatifs européens. Pour vous donner la réplique, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romy Pirlot. Bonjour. Bonjour. Alors, Romy Pirlot, vous êtes directrice de l'Institut provincial d'enseignement secondaire, ou IPES, je ne sais jamais comment on prononce, de Wavre. IPES. Une école secondaire permettant un enseignement continu de la première à la réto et aux multiples aspects éducatifs. On y reviendra. Alors, ma première question, évidemment, elle vous est destinée, Nico Hirt. Dans votre dernier article, vous avez pu analyser les données PISA. Donc, pareil, on est toujours en termes d'acronyme. Donc, c'est le Programme international pour le suivi des acquis des élèves de 2022. Et votre analyse est la suivante. Donc, davantage de marché scolaire, c'est aussi davantage de ségrégation et d'inégalité. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est déjà un marché scolaire et comment celui-ci influence-t-il le taux d'inégalité sociale et scolaire ? Bien, on appelle marché scolaire ou quasi-marché scolaire un système éducatif qui est organisé où les inscriptions des élèves, où la liberté de créer des écoles, de choisir son école est organisée un peu sur le modèle d'un libre marché. On ajoute quasi-marché parce qu'à la différence d'un vrai marché, celui qui s'inscrit dans une école ne paye pas directement cette école. Le paiement se fait via un tiers payant qui est l'État. Le libre marché scolaire, il se caractérise d'abord par une grande liberté de choix des parents, de choix de l'établissement. Il se caractérise aussi par une grande liberté de l'offre d'enseignement. Et en Belgique, nous avons un système éducatif qui, par comparaison avec les autres systèmes d'enseignement européens, est l'un de ceux où le libre marché scolaire est le plus caractéristique. Chez nous, les parents ont non seulement la liberté de choisir l'établissement scolaire de leur enfant, mais ils en ont même l'obligation. Nous sommes un des seuls pays au monde où, lorsque un enfant commence sa scolarité, on ne commence pas par lui proposer une école, une place dans une école, une place garantie dans une école. Chez nous, on dit tout de suite aux parents, débrouillez-vous. C'est à vous de trouver un établissement scolaire. Et ce faisant, on renforce les mécanismes de recherche de l'entre-soi. Quand les parents doivent chercher un établissement scolaire, ils vont demander à leurs amis, à leurs voisins, à leurs collègues, où avez-vous scolarisé vos enfants ? Est-ce que vous êtes content de cette école ? Mais les voisins, les amis, les collègues, les gens de la famille, statistiquement, ils appartiennent peu ou prou à la même origine sociale que vous-même. Avec des exceptions, bien sûr. Mais en général, les éboueurs reçoivent peu de médecins le dimanche à table pour le déjeuner. Donc, on a
un milieu dans lequel on vit, et on va se retrouver, on va scolariser ces enfants dans ce même milieu. Cette recherche de l'entre-soi exacerbe la ségrégation sociale dans nos écoles. Pour vous donner un exemple, dans une ville comme Bruxelles, qui est une des villes les plus inégalitaires de Belgique, vous avez des différences sociales entre les quartiers. Et évidemment, les écoles qui se trouvent dans les quartiers les plus pauvres sont des écoles qui ont un indice socio-économique plus pauvre. Mais les inégalités sociales entre écoles à Bruxelles sont plus fortes que les inégalités sociales entre les quartiers. En d'autres mots, le libre marché scolaire, non, il ne permet pas aux plus pauvres d'aller dans des écoles de riches, il renforce le caractère pauvre des écoles les plus pauvres et il renforce le caractère riche des écoles les plus riches. Ça, c'est le premier aspect du libre marché scolaire. L'autre aspect, c'est la liberté de l'offre, qui est caractérisée chez nous par des réseaux d'enseignement en forte concurrence mutuelle, en compétition mutuelle et aussi en inégalité socio-économique de recrutement. Si vous prenez la différence entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre en Belgique, l'enseignement libre a une très forte surreprésentation d'enfants issus des catégories sociales les plus élevées, alors que l'enseignement officiel a une forte surreprésentation des enfants issus des catégories sociales les plus pauvres. Et donc, certains critiques de l'enseignement officiel disent « Ah, mais regardez, les résultats PISA de l'enseignement officiel sont moins bons que les résultats PISA de l'enseignement libre ». Mais ils oublient de dire que la composition sociale de ces deux types d'enseignement, de ces deux réseaux d'enseignement, est totalement différent. Or, plus vous avez une compétition entre réseaux dans un système éducatif, plus vous renforcez ce mécanisme de ségrégation sociale lié au choix d'un réseau. Et ces deux aspects du libre marché scolaire, nous avons voulu dans notre étude les confronter statistiquement à deux réalités qui sont également caractéristiques de notre pays, à savoir d'une part la très forte ségrégation sociale des écoles. Quand on regarde par exemple le pourcentage d'élèves qui sont dans des écoles ghetto, je vous passe la définition statistique d'école ghetto, elle n'est pas très importante, mais le pourcentage d'élèves qui sont dans des écoles ghetto, nous atteignons en Fédération Wallonie-Bruxelles un taux de 53%. 53% des élèves sont dans des écoles à très forte ségrégation sociale, soit vers le haut, vers le bas, des ghettos de riches, des ghettos de pauvres. C'est le quatrième taux le plus élevé en Europe. Mais donc, justement, je vous coupe là-dessus pour vous anticiper déjà ma prochaine question. Mais donc, je passe directement à votre conclusion, où vous parlez non seulement de ségrégation, et allez même jusqu'à parler d'une situation d'apartheid. Nico Hirt, est-ce que la Belgique, et en particulier la Fédération Wallonie-Bruxelles, est en situation d'apartheid scolaire, socio-scolaire ? Mais oui et non. Non, parce que l'apartheid résultait d'une décision politique. Il y avait une volonté politique et idéologique de maintenir un apartheid. Nous n'avons rien de tel, heureusement, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n'y a pas une volonté institutionnelle d'avoir une ségrégation sociale, qui d'ailleurs est aussi une ségrégation ethnique, culturelle, parce qu'il se trouve que les enfants issus de l'immigration appartiennent en général aux catégories socio-économiques les plus pauvres, statistiquement. Et donc la ségrégation sociale se double d'une ségrégation ethnique et culturelle. Mais il n'y a pas de volonté de faire ça. Dans ce sens-là, on ne peut pas dire qu'il y ait apartheid. Mais le résultat final est bien un apartheid de fait. On a de facto... et surtout dans les grandes entités urbaines, c'est peut-être moins perceptible dans les zones un peu moins densément peuplées, mais dans les grandes entités urbaines, on a de facto des écoles de riches, des écoles de pauvres. Et lié à cela, des inégalités de performance scolaire aussi, qui sont aussi chez nous, en Belgique, et pas seulement en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour l'ensemble de la Belgique, pour l'ensemble des deux systèmes éducatifs belges qui ont hérité de ce très libre marché scolaire, nous avons le degré d'inégalité sociale des performances. Donc quand on regarde les performances dans des tests comme PISA, TIMSS ou autres, et leur relation avec l'origine sociale des enfants, on constate qu'il y a dans tous les pays une certaine corrélation entre les deux. Mais chez nous,
en Belgique, cette corrélation est la plus forte ou une des plus fortes d'Europe. Et justement, au niveau européen, où se place-t-on et peut-être quels sont les mauvais élèves ? Sur le plan de l'inégalité sociale, oui. Nous, on se place très, très mal. Hein. Les plus mauvais élèves sur le plan de l'inégalité sociale des résultats, je prends ici les chiffres, voilà. Le plus mauvais, c'est la Slovaquie, puis la Hongrie, puis la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur un total de plus de 30 pays. Oui, c'est quand Et même... la Flandre vient un petit peu après nous. C'est pas réjouissant, on va dire. Donc, Romy Pierlot, je me tourne désormais vers vous. En tant que directrice de l'IPES de Wavre, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Nico Hird et de l'APED qui lie l'augmentation des inégalités et de la ghettoisation au libre marché scolaire ? Est-ce que cette situation se vérifie dans votre établissement ? Tout à fait, oui. Voilà, et quand on regarde au niveau des différents établissements scolaires, même en Brabant wallon, qui est quand même une province relativement favorisée, on se rend compte que non seulement il y a cette ségrégation scolaire, mais que du coup les établissements aussi en souffrent, puisque nous sommes dans les filières plus qualifiantes et nous avons effectivement aussi des élèves issus de milieux sociaux plus défavorisés, même ici en Brabant wallon. Et donc, à cette ségrégation scolaire de bonnes écoles et écoles de second choix, on lit aussi les filières d'enseignement, donc notamment les filières qualifiantes, qui sont très mal connues. Et fatalement, quand on vient d'un milieu plus favorisé, on connaît très mal les filières qualifiantes et on est plus frileux à envoyer son enfant, même si il a des difficultés scolaires ou si tout simplement il a fait un choix d'un métier plus manuel ou vers des filières qualifiantes. On a une difficulté à aller vers ces écoles-là aussi. Donc voilà, et tout ça lié à une méconnaissance aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui est mis en place concrètement dans votre établissement pour lutter contre cette forme de ghettoisation et les inégalités sociales et scolaires ? Alors évidemment, le challenge est bien présent et on met plusieurs outils en place. On travaille beaucoup l'orientation scolaire, donc au sein de notre établissement, mais aussi par rapport à des élèves qui veulent venir faire, par exemple, un petit stage d'immersion. On a parfois des élèves d'écoles plus favorisés, on va dire comme ça, qui viennent faire un petit stage dans certaines filières pour vraiment se rendre compte. Donc on ouvre beaucoup plus la porte à des stages en immersion. Ça, c'est une première chose. Et alors, on reçoit les élèves avec leurs parents et des professeurs d'option lors de l'inscription ou lors de rendez-vous pour pouvoir leur expliquer exactement ce qu'est la filière qualifiante, les finalités, les pédagogies aussi qui sont très spécifiques. Ça, on l'oublie, mais on donne cours différemment en filière qualifiante qu'on ne le fait peut-être dans des écoles plus élitistes. Et donc ça, je crois qu'il faut vraiment insister. Mais il y a une réelle encore, en 2024, une réelle méconnaissance des filières de l'enseignement. Et donc ça a un impact sur l'orientation des élèves. Et quand même, nous, les établissements scolaires, depuis l'enseignement fondamental, on a un devoir d'orientation et d'information des parents sur tout ce qui existe normalement. Et donc là aussi, les écoles primaires fondamentales sont-elles bien outillées pour pouvoir informer de manière correcte sur l'offre qui existe sur le marché scolaire, comme on dit effectivement. Donc là, il y a vraiment des liens à faire. Et nous, en interne aussi, on a, avec le pacte d'excellence, on a dû rentrer dans des plans de pilotage, puis maintenant ça devient des contrats d'objectifs dans lesquels il y a des actions, et dans notre établissement, il y a énormément d'actions liées justement à l'émancipation sociale, l'émancipation culturelle. Par exemple, des jeunes ne vont pas au théâtre. Nous, on a initié des actions liées à la culture vraiment, et faire venir des acteurs en classe ou des auteurs. On essaye vraiment de stimuler, parce que pour eux, c'est un monde inconnu. Donc voilà, même en 2024. Donc, oui, on l'a déjà remarqué. Donc là, l'ICT Brabant Wallon et votre école ont déjà noué des partenariats pour présenter des films, etc. Donc voilà, je veux juste peut-être encore poser une petite question à Romy Pierlot. D'un exemple concret, vous avez parlé d'écoles élitistes, par exemple. Donc,
Lorsqu'un élève arrive par exemple en deuxième secondaire ou en troisième, l'établissement pratique une forme d'écrémage sur base des résultats et une réorientation dans une école plus adaptée avec des beaux guillemets et proposée aux jeunes pour éviter le redoublement. Romy Pirlo, on l'a bien compris, vous êtes une des écoles vers lesquelles peut-être ces jeunes sont redirigés. Comment ça se passe déjà dans la tête de ce jeune, et puis comment est-ce que vous recevez ce jeune qui est réorienté vers vous ? Donc nous, quand on les reçoit, généralement, ils vivent assez mal, aussi, il faut bien le dire. Ils avaient choisi une école élitiste et puis on leur dit, voilà, finalement, non, c'est fini, vous devez peut-être aller voir ailleurs. Et donc, il y a tout un travail au niveau scolaire, la confiance, voilà. Avoir confiance dans le système scolaire qui ne me veut plus. Et bien faire comprendre justement au niveau de la pédagogie qu'on met en place d'autres pédagogies, par exemple aussi pour tous les élèves à besoins spécifiques, voilà, ça aussi c'est un gros sujet. Il faut vraiment, il y a tout un travail en fait de confiance à réinstaller entre le jeune, l'école et les parents, parce que les parents aussi, c'est leurs enfants, donc ils vivent ça de manière très affective. Et donc voilà, il y a tout un travail à faire de remise en confiance par rapport à l'école, l'établissement avec un grand E, en fait. Nico Hirt. Oui, tout ce que dit madame est très juste et très vrai. Et ce sont des actions tout à fait nécessaires. Mais le problème, c'est que les inégalités sociales devant les apprentissages, elles n'apparaissent pas dans l'enseignement secondaire. Elles se creusent beaucoup plus tôt. Elles se creusent dès l'école maternelle. Et la ségrégation sociale existe dès l'école maternelle et dès l'école primaire. Et donc, si on n'agit pas à ce niveau-là, on peut évidemment corriger, arranger, essayer d'améliorer les choses au niveau du secondaire, mais le champ d'action est très très limité au niveau du secondaire. Si on ne prend pas des mesures contre le marché scolaire et contre la ségrégation beaucoup plus tôt, alors on passe à côté de la principale action possible pour réduire les inégalités sociales dans notre enseignement. Et donc, on a par exemple, un décret d'inscription pour le début du secondaire, mais on n'a aucun décret d'inscription pour le primaire et pour le maternel. Et c'est là qu'il faudrait commencer à réguler les inscriptions pour empêcher l'émergence de cette inégalité et de cette ségrégation sociale. Donc on l'aura compris, la ghettoisation guette notre société et notre école. Comment lutter contre elle ? Donc on a déjà entendu quelques pistes de solutions, mais une autre piste est proposée en dehors des murs de l'école. On écoute tout de suite Claude-Étienne Scoriels, directeur et coordinateur pédagogique de l'organisation de jeunesse wavrienne Nature et Loisirs, une interview signée Annabelle Duhaut. Nos activités sont ouvertes à tout le monde, y compris d'ailleurs dans certaines mesures, c'est-à-dire quand on sait les accueillir, les enfants handicapés. Et donc cette ouverture à tout le monde fait qu'il y a un réel mélange de public et par exemple on ne fonctionne pas par strate sociale, mais on fonctionne par groupe existant. Et chaque personne dans un groupe existant a la possibilité, à un moment donné ou à un autre, de prendre une responsabilité particulière. C'est pas genré, c'est pas sur le style de la personne, c'est vraiment centré sur la fonction. Donc on l'entend, plusieurs pistes sont soulevées par Claude-Étienne Scoriels pour lutter contre une forme de ghettoisation, l'accueil de personnes porteuses de handicap par exemple, ou encore un accueil réservé aux jeunes des alentours et de tout milieu socio-économique, ce qui me permet également de refaire le lien direct avec la citation de Pierre Bourdieu du début d'émission. Alors, Nico Hirt, une prise en compte du contexte géographique et du milieu socio-économique comme proposé par les organisations de jeunesse comme Nature et Loisirs, serait-il la panacée pour l'école de demain ? La prise en compte du lieu d'habitation est un élément indispensable dans une politique de régulation des inscriptions. On ne peut pas affecter des gens à une école qui serait située à 30-40 km de chez eux. Donc il faut tenir compte du fait qu'il y a des quartiers riches, des quartiers pauvres, des zones plus riches et plus pauvres, et il faut trouver une politique d'inscription scolaire qui tienne compte à la fois de cette réalité-là, mais aussi de la volonté de faire de la mixité sociale. Alors nous, au niveau de la PED, nous avons une proposition à cet égard qui consisterait à non pas imposer une affectation d'école aux parents parce que ça irait à l'encontre du libre choix qui est inscrit dans notre Constitution, et une réforme constitutionnelle en Belgique, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est totalement impossible ou en tout cas extrêmement difficile. Mais il y a moyen, sans toucher au libre choix, de dire qu'on propose une école aux parents.
On leur dit, voilà, il y a une école qui est réservée pour votre enfant, une place qui est réservée dans telle école pour votre enfant, école qui se trouvera à une distance raisonnable de leur domicile, distance raisonnable en tout cas en transport en commun éventuellement, et on réalisera ces propositions d'affectation en tenant en compte la recherche proactive d'une mixité sociale dans chaque établissement scolaire. En d'autres mots, on va faire des propositions d'affectation, pas juste sur base de la proximité, mais en essayant de répartir les élèves de telle sorte que dans chaque école, on ait une composition sociale plus ou moins hétérogène, donc proche de la composition sociale de la région dans laquelle on se trouve, aux régions larges. Sachant que les études sociologiques internationales montrent que les parents des classes populaires, en général, acceptent l'école qui leur est proposée. On aura ainsi, dans tous les établissements scolaires, une base socio-économique, je dirais, pauvre ou modeste, qui sera présente. Et ça réduira de toute façon déjà les écarts entre les établissements scolaires et ça diminuera donc aussi la pression sur les parents pour rechercher absolument une école où ils retrouveront exactement le milieu social qui est le leur. Et on pense qu'ainsi, on pourra arriver à réduire progressivement le jeu du marché scolaire et les effets ségrégateurs de ce marché scolaire. Romy Pirlot, la même question. Est-ce que du coup, prendre en compte le contexte géographique des étudiants et des élèves et leur niveau socio-économique serait une bonne chose à faire? Est-ce que c'est réalisé chez vous? En tout cas, promouvoir la mixité sociale, je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. Parce que, voilà, aussi dans la connaissance de l'autre, c'est important. Donc, il n'y a pas juste s'émanciper, mais c'est la connaissance de l'autre. Et justement, ne plus avoir peur. Et cette ségrégation qu'il y a entre, j'entends, le milieu populaire et d'autres. Voilà, c'est très important qu'il y ait aussi cette connaissance de l'autre. Donc, moi, je suis vraiment pour la mixité au niveau des écoles, dès le maternel, évidemment. Mais voilà, en pratico-pratique, ça va être compliqué, mais il faut évidemment penser à plus long terme. Parce qu'il y a quand même des écoles qui s'affichent clairement comme de bonnes écoles et d'autres comme plus populaires. Et donc ça va être compliqué, je pense, à gommer. Pas de baguette magique, quoi. Je veux dire que la proposition... l'initiative visant à proposer une école aux parents qu'ils seraient libres d'accepter ou de refuser en recherchant la mixité sociale, cette initiative est aujourd'hui tout de même soutenue par quelques 150 personnalités du monde, personnalités importantes du monde de l'éducation. Donc on y trouve des chercheurs en sciences de l'éducation, mais d'importants chercheurs en sciences de l'éducation, des gens comme Marc Demeuse, Bernard Delvaux, ici de l'UCL. On y trouve les principales organisations syndicales, CGSP, CSC Enseignement, CEL7K, qui soutiennent cette initiative. On y trouve les responsables de très nombreuses associations actives en milieu populaire, comme le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, des gens de la Ligue des familles qui soutiennent l'initiative. On a un peu de mal à avoir le soutien des associations de parents, parce que les associations de parents sont, à mon avis, souvent un peu dominés par les parents des classes sociales supérieures qui, elles, ont intérêt à maintenir, il faut bien le dire, ont intérêt à maintenir le système un petit peu inégalitaire qui existe aujourd'hui. Mais je pense qu'à force de discussion, à force de débat, il y aura moyen aussi là de progresser. De progresser, peut-être en toucher certains politiques. Donc ça, c'est une transition parfaite pour poursuivre avec le volet politique. 2024, une année d'élection, mais aussi de formation de gouvernements fédéraux, régionaux, mais aussi communautaires. Une excellente transition pour aborder le pacte pour un enseignement d'excellence, un ensemble de réformes qui concernent tous les aspects de l'enseignement en Belgique francophone et qui visent autant le travail des enseignants et le parcours des élèves de la maternelle à la fin du secondaire. Annabelle Duhaut, je vous passe la parole. Alors moi maintenant je vais vous parler du décret inscription parce que l'envie d'instaurer une certaine mixité sociale dans l'enseignement, elle n'est pas nouvelle. Je vais vous proposer maintenant de revenir brièvement autant que possible sur les différents décrets
qu'a connu l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 20 ans, parce que oui, des décrets inscription, il y en a eu quelques-uns. Alors tout commence en février 2007, lorsqu'au terme de la plus longue nuit de débat qu'ait connue le Parlement de la Communauté française, la première version du décret inscription est votée. Marie Arena, alors ministre de l'enseignement obligatoire, propose entre autres dans ce décret de lutter contre les écoles ghetto en régulant les inscriptions dans le secondaire. La ministre s'inspire du décret GOC, opérationnel en Flandre, qui impose une date unique d'inscription pour tous les établissements et dont le principe est premier arrivé, premier servi. À l'approche de cette fameuse date d'inscription, les files d'attente rallongent et les campements de parents pendant plusieurs nuits se multiplient à différents endroits de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Marie Arena n'aura pas le temps d'améliorer celui qu'on a rebaptisé le décret file, puisque Christian Dupont, suite à un remaniement ministériel survenu en mars 2008, la remplace dans ses fonctions. On doit au ministre Dupont le décret mixité sociale. Voté le 18 juillet 2008, son objectif principal est de trouver un mécanisme d'inscription alternatif aux files d'attente. Pour ce faire, il propose de fonctionner par tirage au sort. Les effets de celui qu'on a rebaptisé le décret Loto ne se font pas attendre, puisqu'il provoque un chaos inédit. Des milliers d'enfants ne sont inscrits dans aucune école et les parents se mobilisent en masse. Suite à la démission du ministre, l'urgence est alors de dégonfler la bulle des inscriptions en repérant et en annulant les inscriptions multiples. Les réseaux d'enseignement et les fédérations d'associations de parents créent alors la CIRI, qui est la commission interréseau des inscriptions. Et cette commission, en fait, elle gère au cas par cas les élèves sans école à Bruxelles et dans le Brabant wallon, surtout car ce sont deux zones qui sont très concernées par la problématique. Alors, suite aux élections communautaires de 2009, Marie-Dominique Simonet devient ministre de l'enseignement obligatoire. Bien que la nouvelle majorité se soit engagée à repartir d'une page blanche et d'ouvrir un large dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés, dans les faits, il n'en est rien, ou du moins pas grand-chose. Le décret dit Google Maps voit le jour, avec lui l'apparition d'un formulaire unique d'inscription à remplir par les parents. Via ce formulaire, les familles inscrivent les écoles secondaires convoitées par ordre de préférence. Le formulaire est ensuite déposé dans l'école favorite. S'il y a de la place, l'inscription est confirmée dans la foulée. A l'inverse, s'il n'y a plus de demandes pour une école que de places disponibles, c'est là que ça se corse. Un logiciel va venir départager les élèves sur base d'une série de critères, notamment celui de la distance géographique entre l'école et le domicile des parents. On comprend du coup le surnom de décret Google Maps. Les fils physiques du décret Arena se transforment alors en fils virtuels. La procédure, difficile à comprendre, privilégierait les parents et donc les enfants les mieux informés. Le choix de l'algorithme sélectionnant les enfants a été modifié au niveau technique à de nombreuses reprises depuis 2010. 13 ans plus tard, pour la rentrée 2023, sous l'initiative de la ministre Caroline Désir, l'algorithme a subi un changement majeur. Le poids du critère distance entre l'école primaire et le domicile des parents diminue considérablement au profit de celui de la distance entre l'école secondaire convoitée et le domicile des parents. J'espère que vous suivez toujours. Autre nouveauté dans le paysage du décret inscription, la CIRI, qui était jusque-là l'organe central qui pilotait et arbitrait toute la procédure, est remplacée par la COGI, c'est-à-dire la commission de gouvernance des inscriptions. Cette commission est assortie de 10 instances locales des inscriptions, qu'on appelle les ILI, qui se trouvent dans chaque bassin scolaire. Leur mission, mieux prendre en compte les réalités locales, souvent très variables en matière d'inscription, mais aussi informer les parents. En guise de fermeture de cette chronique, je tiens à rappeler ici quelques recommandations du CAL issues de son mémorandum en vue des prochaines élections pour parvenir à bâtir une école inclusive où la diversité a sa place et qui puisse être le reflet de notre société. Dans cette optique, le CAL demande de poursuivre les efforts de prise en compte et d'accueil de la diversité des publics scolaires en fonction notamment des critères socio-économiques, de genre et de sexe, culturels, de troubles d'apprentissage, de handicap ou encore de formes familiales. On pense notamment aux familles recomposées, monoparentales, homoparentales, etc. Enfin, le CAL recommande de poursuivre la tenue d'un cadastre précis de l'offre de places sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour tous les niveaux ainsi que tous les types d'enseignement afin de pouvoir identifier les zones en tension démographique, c'est-à-dire là où la demande dépasse l'offre de places, et de soutenir la création de places en temps et en heure dans les zones en tension. Voilà, merci Annabelle pour cet éclairage nécessaire, non pas du pacte d'excellence mais du décret inscription. C'est pas grave. Donc du coup, je me retourne vers mes deux invités. Le CAL a proposé, ou
en tout cas Annabelle nous a proposé un éclairage et 2 propositions concrètes pour améliorer une mixité sociale au niveau scolaire du point de vue des inscriptions. Romy Pirlo, est-ce que vous voulez réagir à ces 2 propositions ou est-ce que vous en avez d'autres à nous proposer ? Il faut être vraiment un public averti pour bien suivre toutes les modifications et remodifications. Donc c'est vrai que nous, on suit, mais pour les parents, c'est souvent très complexe. Et effectivement, dans la compréhension de ce système d'inscription très compliqué, de nouveau, les personnes qui sont plus instruites ont plus de facilité que d'autres. Et donc, là aussi, on joue un rôle. Le secrétaire de direction explique parfois le parent n'a pas encore rempli le formulaire. Certains parents viennent avec le formulaire non rempli et on doit nous les aider à le remplir. Donc c'est quand même quelque chose qui reste complexe et le tout virtuel. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas connectées. On l'oublie très souvent ou juste connectées avec un GSM. Et donc l'accès aussi au numérique, c'est aussi un vaste débat et une bataille. Je crois que certaines personnes, en tout cas à l'AST Brabant-Wallon, pourraient en parler sur la fracture numérique et en plus ramener ça au niveau de l'enseignement, c'est quand même quelque chose. Alors Nico Hirt, je pose la même question. Est-ce que vous voulez réagir à ce que Annabelle vient de dire ? Oui, au tout début, Annabelle a rappelé que le décret ARENA avait été mis en place au moment où en Flandre, on introduisait le décret GOK, Gelijke Onderwijskansen. Et ce décret GOK a été récemment supprimé par le ministre Ben Weitz, NVA. Or, il se trouve que le décret GOK, se différenciait quand même du décret ARENA sur 2 points essentiels. Premièrement, le GOK est d'application dès l'école maternelle et pas seulement à partir du secondaire. Deuxièmement, le décret GOK prenait de réelles mesures visant à la mixité sociale, notamment en assurant que dans chaque école, il y ait un minimum de pourcentage d'enfants issus de milieux populaires. Ce que ne faisait pas le décret ARENA. Le décret ARENA, en fait, et tous les décrets inscription qui ont suivi, ont été essentiellement des décrets visant à réguler un marché scolaire, mais pas à le rendre plus équitable, plus juste. Et d'ailleurs, les études ultérieures qui ont été faites sur leur effet en matière de déségrégation, ces effets ont été quasi nuls. Ça a permis d'éviter, de réguler un petit peu un marché qui était parfois un peu chaotique, où il y avait des passe-droits, où il y avait des privilèges qui s'exprimaient. Tout ça est devenu un petit peu plus équilibré et c'est une bonne chose. Et puis, on a touché un peu à un tabou qui était le libre choix, mais en même temps, on n'a rien fait réellement pour rendre les écoles socialement plus mixtes dans les décrets. Alors que dans GOK, on l'a fait. Or, il se trouve que la Flandre, qui dans les statistiques internationales était toujours, depuis qu'existent les enquêtes PISA, la Flandre était le champion des inégalités sociales dans l'enseignement. La dernière enquête PISA, 2022, la Flandre, on voit une nette amélioration de son indice d'inégalité sociale. Or, la génération qui a passé PISA 2022 en Flandre est précisément celle qui a commencé le décret GOK à l'école maternelle ou primaire il y a plus de 10 ans. Décret qui est maintenant supprimé. En d'autres mots, on a dans l'expérience historique du décret GOK flamand, on a la preuve qu'en agissant de façon proactive pour générer de la mixité sociale dans l'école, ainsi que nous le proposons au niveau de la PED, nous proposons d'aller un peu plus loin que le décret GOK, mais le principe est le même, on a la preuve que c'est efficace. Et notre étude, d'ailleurs, n'est rien d'autre qu'une comparaison statistique entre les pays européens pour montrer qu'il y a une forte corrélation entre régulation du marché scolaire et équité et déségrégation des systèmes éducatifs. Et alors, pour terminer cette émission, peut-être une dernière question. Donc, vous l'avez compris, à quelques dizaines de jours des prochaines élections du 9 juin, que souhaiteriez-vous proposer concrètement à nos futurs représentants et représentantes pour améliorer les inégalités criantes d'accès à l'enseignement dans notre pays ou en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Romy Pirlo. Moi, je pense vraiment à un réel travail sur l'orientation.
vraiment l'orientation des élèves dès le plus jeune âge et une meilleure information sur les différentes pédagogies spécifiques selon les établissements. Je pense que ça, ce serait vraiment une très très bonne chose. Plutôt de créer un marché quasi commercial au niveau des établissements scolaires, je trouve que ce serait vraiment beaucoup plus sain, transparent. Et, parce qu'il n'y a pas de bonne école et il n'y a pas de mauvaise école en fait. Il faut trouver l'école dans laquelle l'élève et l'enfant s'épanouissent, c'est tout. Voilà. Alors la même question, Nico Hirt. 2 points essentiellement. D'abord, celui que j'ai déjà évoqué, à savoir la création de la mixité sociale dès l'école maternelle. Pas seulement parce que ça génère de l'équité, mais aussi, comme on l'a dit, parce que une école socialement mixte, culturellement mixte, est une condition d'émergence de citoyens pour une société démocratique où diverses cultures, diverses origines sociales doivent cohabiter, vivre ensemble. Vous l'avez dit, d'ailleurs, dans votre étude, la situation actuelle est un déni de démocratie. Voilà, tout à fait. Donc, ce n'est pas seulement une question d'égalité, c'est aussi une question d'institution d'une démocratie, au sens politique du terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, réduire drastiquement le nombre d'élèves par classe dans les premières années d'enseignement. Toutes les études montrent que c'est là que se construit un rapport positif au savoir, un rapport positif à la scolarité, au travail scolaire, à la discipline du travail scolaire, à l'ambition, à l'intérêt pour la découverte de ce qu'on fait à l'école. 15 élèves par classe dans les premières années d'enseignement, c'est ce que recommandent toutes les études internationales dans ce domaine. Et c'est là vraiment qu'il faut mettre le paquet sur l'encadrement. Bernard Charlot, un célèbre pédagogue, sociopédagogue français, à la retraite aujourd'hui, avait coutume de dire que quand on demande pourquoi les enfants des classes populaires échouent si souvent à l'école, on pose mal la question. On doit demander pourquoi les enfants des classes riches réussissent à l'école. Parce que réussissent à l'école tous ceux qui trouvent en dehors de l'école ce dont chacun a besoin pour apprendre, pour travailler, pour avoir un rapport positif à l'école, mais que seuls certains peuvent trouver en dehors de l'école, parce que l'école n'a pas les moyens, n'a pas les structures, n'a pas l'encadrement nécessaire pour l'apporter à tous. Or, la condition de la démocratie, c'est donc ça, c'est que ce soit à l'école qu'on apprenne, que ce soit à l'école qu'on bénéficie d'un encadrement individualisé, d'un encadrement de bonne qualité, qu'on bénéficie du temps pour faire ses devoirs, pour faire ses leçons à l'école. Mais pour ça, il faut du temps, il faut du personnel, et donc il faut investir massivement dans ces premières années d'enseignement. Et donc ça sera le mot de la fin, donc c'est déjà l'heure de mettre fin à cette émission. Je remercie nos 2 invités du jour chaleureusement, Romy Pirlot et Nico Hirt. Pour consulter l'étude complète de l'APED et de Nico Hirt, donc coécrite si je me souviens bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web de l'APED, scolo.org. Quant aux inscriptions évidemment à l'IPES, elles sont ouvertes je pense depuis le mois de février, si je ne me trompe pas, ou même tout à fait, on continue. Écoutez, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'IPES. Et donc je remercie également tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Contre-Plongée. Belle journée.